Salut, moi c'est Chouette Livre et bienvenue dans le 4e épisode de mon podcast. S'il y a bien un truc qu'on ne rate pas dans la bibliothèque, c'est le nombre d'exemplaires que j'ai de Jane Austen. Elle n'a achevé que 6 romans et pourtant on en compte plutôt une vingtaine sur mon étagère, parce que oui, elle a le droit à sa propre étagère. Et en fait cet automne j'ai terriblement envie de la relire et en fait moi je l'ai découverte, je l'ai lue il y a 4-5 ans. Et je m'étais vraiment plongée dans ses romans et j'avais vraiment adoré sa plume. Et comme j'ai un petit esprit de collectionneuse, moi quand j'aime bien un roman, et genre quand j'aime vraiment beaucoup, j'ai tendance à en acheter, à acheter d'autres éditions de celui-ci. Et dans le cas de Jane Austen, qui dit autre édition, dit aussi autre traduction. Et comme j'ai envie de la relire cet automne, slash hiver aussi parce que je suis un peu une lectrice tortue, j'avais envie d'essayer de tester d'autres traductions de ces romans pour voir s'il n'y avait pas des traductions qui sont beaucoup mieux ou au contraire si la traduction que j'avais lue en premier était déjà très bien ou pas. Si vous m'écoutez sur Spotify, vous pouvez activer la vidéo si vous voulez, mais rien ne vous y oblige. C'est juste que je compte montrer en même temps les livres en question, donc si vous voulez les voir, n'hésitez pas. Et donc voilà, du coup aujourd'hui petit zoom sur ma petite collection de Jane Austen. Jane Austen a publié son premier roman en 1811, il s'agit de Raison et Sentiment, et on y suit l'histoire d'Elinor et Marianne d'Ashwood, qui ont été injustement privées d'un héritage et qui sont contraintes de quitter le Sussex pour partir dans le Devonshire. Et donc d'un côté on a Elinor qui, elle, a dû dire au revoir à un amour qui semblait quand même être réciproque, tandis que Marianne, elle rencontre dans le Devonshire un nouveau prétendant et donc elle fait grand étalage de son bonheur. Donc il y a une petite balance entre les deux personnages qui, d'un côté, il y en a une qui essaye d'être très raisonnable, de cacher ses sentiments, de garder vraiment tout ça pour elle, son chagrin, tandis que il y a Marianne de l'autre côté qui, comme je l'ai dit, fait grand étalage de son bonheur parce que elle est super heureuse d'avoir rencontré quelqu'un. Mais ça c'est jusqu'au jour où le prétendant en question disparaît et je vous en dis pas plus. J'ai bien aimé ce roman-ci, je l'ai pas lu en premier, je crois que c'est le 4e que j'ai lu de Jane Austen, si je dis pas de bêtises. Donc c'est pas mon préféré, mais j'ai beaucoup aimé cette bipolarité entre d'un côté le personnage très raisonnable d'Elinor et de l'autre côté le personnage de Marianne qui tout en émoi parce que elle découvre l'amour et tout. Donc j'ai vraiment bien aimé en vrai, et donc j'ai assez hâte de le redécouvrir. Donc là moi je l'ai lu dans l'édition de Archipoche et ça a été traduit par Isabelle de Montolieu et ça a été revu par Hélène Serres. Et perso j'avais bien aimé la traduction, ça m'avait pas j'en ai pas un souvenir médiocre disons de la traduction, ça m'a pas marqué, donc je pense que ça, si je m'en souviens avec bien, c'est que quand même la traduction faisait que ça fonctionnait. Donc voilà, ça c'est celui que j'ai lu il y a 4-5 ans. Et du coup cet automne j'ai envie de la redécouvrir avec l'édition de chez Thibert. Il est vraiment magnifique avec son dos toilé d'un très joli jaune, sa couverture illustrée par Margot Motin et il y a même un petit peu de vernis sélectif sur la couverture. Et à l'intérieur, on trouve une superbe mise en page avec des marges extérieures toujours décorées,
Vraiment, j'aime beaucoup le travail éditorial réalisé sur cette collection de classiques illustrés. Et de temps à autre, on tombe sur une petite scénette humoristique réalisée par l'illustratrice Margot Motin. Et je trouve que c'est vraiment un magnifique ouvrage qui mélange ancien et moderne, avec d'un côté le beau livre et de l'autre les illustrations de Margot Motin qui viennent ajouter une petite touche de modernité à l'ouvrage. Et c'est une traduction de Pierre Goubert. C'est pas une traduction libre de droit, parce que chose à savoir, c'est que quand une traduction tombe dans le domaine public, elle est gratuite. Donc il y a beaucoup c'est pour ça qu'il y a beaucoup de classiques qui sont réédités à foison, qu'on retrouve dans les librairies. En fait, là, c'est une traduction qui a été réalisée en 2009, donc elle est assez récente quand même. Et par exemple, là, les éditions de Cyber ont racheté les droits à Gallimard. Et donc, ça veut dire que si vous ne voulez pas un magnifique livre comme ça, vous pouvez retrouver cette traduction, mais du coup sans les illustrations de Margot Motin, bien sûr, dans les éditions Folio, ou même la Pléiade, du coup. Mais ça dépend du budget, quoi. Donc voilà. Et du coup, moi, j'ai vraiment hâte de découvrir cette traduction et puis même cette édition en tant que telle, parce que j'ai pas trop pris le temps de regarder un peu les illustrations parce que j'avais pas envie de tout me divulgacher. Donc voilà, j'ai très hâte d'arriver à cette lecture. Et en même temps, je vais en profiter pour visionner les films qui ont été adaptés à partir de ce roman. Et j'ai vu qu'il y en avait un 1995 avec Hugh Grant qui joue aussi dans Bridget Jones. Et je trouve ça assez marrant qu'il ait déjà participé à une adaptation d'un roman de Jane Austen alors que il joue dans une réécriture de Jane Austen. Et il y en a aussi un de 2008. Et les deux, en fait, je les ai pas vus, donc je me suis dit que ce serait l'occasion, tant que j'ai encore le roman tout frais en tête, je regarderai les films, comme ça je pourrais critiquer et tout. Une répassion. Non, mais en fait, j'aime bien regarder les choix qu'ils font pour les films, parce que ils peuvent pas tout adapter. Et du coup, je trouve ça toujours intéressant de voir la vision et tout. Et en plus, il y a quand même pas mal d'années qui se passent entre les deux films, donc j'aime bien aussi comparer les films entre eux. En 1813, Jane Austen a publié Orgueil et préjugés, qui est probablement son roman le plus apprécié, il me semble. Et pourtant, ce n'est pas mon préféré. C'est mon deuxième préféré, disons. C'est grosso modo l'histoire des demoiselles Bennet qui sont au nombre de 5, un grand fardeau pour une mère à cette époque, et qui du coup se fait un devoir de marier ses filles, parce que si elles veulent une chance d'avoir une situation convenable, stable, surtout financière, puisque du coup comme elles ne sont que des filles, elles n'auront pas l'héritage. Et donc pour pallier à cela, leur seule façon de réussite entre guillemets, ce serait de faire un bon mariage. Et on se concentre plutôt principalement sur Elisabeth et deux autres de ses sœurs un petit peu, mais c'est vraiment Elisabeth qu'on suit. Et c'est vrai que quand même c'est une histoire d'amour qui est vraiment très 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 belle. Je vais pas vous parler longtemps non plus d'Orgueil et préjugés parce que vous le connaissez tous, quoi. Mais si tout au contraire, vous ne connaissez pas Orgueil et préjugés, vraiment, vous avez beaucoup de chance parce que du coup, vous allez pouvoir vraiment découvrir pour la toute première fois chaque scène qui s'y passe et puis même toutes les adaptations qui s'en suivent. Je vais en parler juste après. Moi, j'avais adoré le lire dans la traduction de Béatrice Vierne, aux éditions du Rocher dans la collection Motif. Et d'ailleurs, je trouve vraiment ce petit poche très beau. Je trouve que le motif sur la couverture a beaucoup de charme. Je sais pas vous, mais moi je l'aime beaucoup.
Et en fait, ma sœur avait le même et je trouvais vraiment que c'était l'un de ses plus beaux livres qu'elle avait dans sa bibliothèque quand j'étais petite. Et j'ai même encore le petit post-it qui marque le moment où Darcy avoue ses sentiments. Et concernant la traduction, je ne peux que vous la recommander parce que si ça ne m'a pas fait tiquer ou autre, c'est que c'était une bonne traduction. Enfin, pour moi, si t'as pas l'impression de lire une traduction, c'est que c'est une bonne traduction. Donc voilà. Et là, cet automne, du coup, j'aimerais lire... je crois que c'est Jules Castier qui a traduit cette version-là. Ouais, c'est Jules Castier. Comme pour Raison et Sentiment, je vais relire Orgueil et Préjugés dans une édition de chez Thibert. Et encore une fois, c'est un très bel objet avec le dos toilé orange et l'illustration de couverture qui vient ajouter la touche moderne à l'ouvrage. Et pareil, à l'intérieur, la mise en page est magnifique et on croise parfois des scénettes rigolotes qui viennent ponctuer la lecture. Et d'ailleurs, ce qui est chouette, c'est que je les ai pas vus trop chers. Parce qu'en fait, les deux que je vous ai présentés, en fait, je les ai eus grâce à... En fait, les éditions Thibert, ils font de temps en temps des ventes de livres imparfaits. Et ce qui est vraiment très noble de leur part, je trouve. Parce qu'en fait, c'est des livres qui ont des petits défauts et qui du coup sont vendus à moindre coût. Enfin, ça reste quand même raisonnable, je trouve, pour eux. Déjà que je trouve que leurs livres sont pas chers pour la qualité que c'est. Et ils les vendent à 28 € alors que pour moi, ça vaut beaucoup plus. Donc je sais pas s'ils font beaucoup de profit ou alors ils ont été très intelligents sur le choix des matériaux. Mais en tout cas, voilà. Et ils disent qu'ils sont imparfaits. Sur celui d'Orgueil et Préjugés, j'ai toujours pas trouvé le défaut en question. Donc si ça, c'est des livres imparfaits, en tout cas, ils sont vraiment en très bon état, je trouve. Sur Raison et Sentiment, en fait, il y a sur l'arrière du livre, sur la toile, c'est un peu sali. Mais encore, j'ai un petit doute si c'est pas moi qui l'ai sali, parce que j'ai vu le défaut récemment, et je me dis que peut-être que je l'aurais vu plus vite si c'était là de base. Donc, en fait, je ne sais pas. Et en plus, c'est vraiment des livres que je trouve en excellent état. Donc en fait, ça montre à quel point ils sont ultra minutieux comme maison d'édition. Et je trouve que des fois, il y a des livres en librairie que je trouve en moins bon état que ça. Donc vraiment, si jamais il y a encore des... Parce que je crois qu'ils le laissent pas tout le temps sur leur site, les livres imparfaits. Mais n'hésitez pas à checker de temps en temps. Parce que perso, moi, c'est leur newsletter qui m'en informe à chaque fois. Et je trouve que c'est quand même une bonne occasion parce qu'au lieu de payer 28 €, j'ai payé entre 15 et 20 €, enfin un truc comme ça. Donc c'est pas négligeable sur un aussi bel ouvrage. Donc voilà, très contente. Et j'ai aussi un graphique d'Orgueil et Préjugés à vous présenter en fait. Donc c'est de Claudia Kuhn et de Tara Spruit. Alors c'est des noms allemands, donc je suis pas sûre de prononcer très bien. Et c'est édité chez Jungle Romance Graphique. Et perso, j'ai bien aimé cette adaptation graphique et la palette de couleurs est vraiment plaisante. Et du coup, je trouve ça assez chouette pour replonger dans l'œuvre en un clin d'œil. Moi, perso, j'ai bien aimé. Et d'ailleurs, en parlant des adaptations, j'aimerais bien découvrir celle le film des années 40, parce que je l'ai jamais vu. Et évidemment, je vais aussi revoir, je pense, la mini-série de 95 que j'ai adorée avec Colin Firth, qu'on retrouve aussi comme Hugh Grant que j'ai mentionné pour Raison et Sentiment dans Bridget Jones. Et ce qui est marrant, c'est que du coup, il joue aussi Darcy dans Bridget Jones. Donc c'est assez chouette de le voir dans les deux rôles. Et je vais aussi, je pense, revoir aussi le film de 2005. Je sais qu'il y a un grand débat, genre la mini-série de 95 ou le film de 2005. Perso, j'aime vraiment les deux. Je trouve que les deux se valent et c'est très compliqué de les comparer parce que d'un côté, on a une mini-série qui prend plus le temps, du coup, forcément,
elle peut en dire plus et montrer plus de détails, tandis que de l'autre côté, on a une adaptation cinématographique, donc visuellement, c'est nettement plus beau parce que c'est pas fait pour la télévision, c'est fait pour le cinéma. Et surtout, il y a 10 ans qui se sont passés, donc mine de rien, il me semble que avec le passage des années 2000, il y a vraiment eu un grand écart au niveau de la qualité au cinéma. Mais en tout cas, ça c'est sûr, je vais me les revoir cet automne. En 1814, Jane Austen publie Men's Fish Park, et on y raconte en fait l'histoire de Fanny Price, qui est issue d'une famille très pauvre. Et en fait, la mère, pour réussir à joindre les deux bouts, demande à l'une de ses sœurs de bien vouloir accueillir l'un de ses enfants et l'élever, etc. Et elle se disait que ce serait sûrement un garçon que sa sœur voudrait prendre, mais en fait, leur choix finit par s'arrêter sur Fanny. Alors que c'est une enfant assez frêle, assez fragile. Et donc elle arrive dans la famille de ses cousins, donc chez sa tante. Et il y a un assez grand écart qui se fait assez très vite. On la met tout de suite de côté. C'est vraiment la parente pauvre qu'il ne faut pas mettre sur le même piédestal que leurs propres enfants. Donc il y a vraiment un côté assez... Je trouve que quand on le lit, parce que justement je suis en train de le relire celui-ci, et je trouve que c'est assez... on est très en colère en fait face à la famille en question qui l'accueille. Et donc plus ou moins toute la famille, donc que ce soit sa tante, son oncle, son cousin et ses deux cousines, ils sont exécrables avec elle. Il y a toujours des petites piques qui sont lancées, ils sont à moitié gentils, enfin voilà. Et parmi eux, il n'y en a qu'un seul qui est gentil avec Fanny, c'est Edmund. Et Edmund est vraiment adorable, il la réconforte à chaque fois que les autres lui font de la peine, donc il y a une situation qui la dépasse, enfin, bref. Et du coup, avec le temps et en grandissant, elle commence à développer des sentiments pour Edmund. Donc voilà, c'est à peu près le plot de départ de Men's Fish Park, que j'ai lu dans l'édition des Romans Éternels, donc c'est aux éditions RBA, enfin je sais pas si on peut vraiment appeler ça une maison d'édition. Vous allez très vite comprendre que je n'aime pas du tout cette édition-ci. Donc c'est une traduction de Henri Villemain qui, parce que du coup quand j'ai fait mes petites recherches pour acquérir un autre exemplaire de Men's Fish Park, parce que comme Men's Fish Park, c'est vraiment dommage pour Men's Fish Park parce que j'ai vraiment en haine l'édition. Du coup, l'histoire, j'en ai pas retenu beaucoup de bien. Donc, je trouvais ça super important du coup de relire cet ouvrage-là. Et donc, en fait, en faisant mes petites recherches, j'ai vu que Henri Villemain, le traducteur qu'ils ont choisi, enfin, à savoir que c'est une édition, que c'est une traduction libre de droit. Donc, ils n'ont pas choisi, juste ils ont pris une traduction qui leur coûtait 0 € pour que le livre leur coûte le moins cher possible. C'est un peu ça l'idée de cette édition. Et donc en gros, Henri Villemain avait pour réputation de justement prendre beaucoup de liberté avec les écrits de Jane Austen, c'est-à-dire qu'il réécrivait certains passages, il changeait des petits trucs, il coupait des petites choses. Donc voilà, c'est pas fou. Mais on peut se dire que le travail de François Larocque pour la révision de la traduction aurait pu améliorer ça. Mais bon, comme je n'ai pas lu la version brute de Henri Villemain, je peux pas trop juger là-dessus. Et en fait, ce qui m'a le plus énervé avec cette traduction, enfin en fait, c'est pas cette traduction en fait, c'est vraiment cette édition. C'est qu'en fait, c'est
c'est bourré de fautes. Il y a des fautes vraiment toutes les 2 pages, c'est énervant, agaçant. Je suis pas la reine de l'orthographe non plus, mais quand même, enfin, faut pas abuser. Et du coup, ça me sortait à chaque fois de l'histoire parce que d'un coup, je fais ah, il y a une faute et ça me saoule. Et voilà, je sais pas si vous, ça vous fait pareil, mais en tout cas, voilà. Et le pire, c'est qu'en fait, en regardant à la fin du livre, on voit que ils ont payé, enfin, c'est ce qu'ils ont dit, hein. Il y a une correctrice qui a été assignée à ce roman, donc Agnès Jean-Jean. J'ai l'impression que soit on lui a pas laissé assez de temps, soit elle a pas ouvert le livre pour le corriger. Parce que vraiment, c'est bourré de fautes, c'est horrible. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui en ont fait l'acquisition de ces romans éternels. Perso, je trouve qu'ils sont vraiment de très basse qualité en fait. Et ça s'explique aussi qu'en fait, parce qu'ils sont à destination plutôt des maisons de la presse. Vous savez, le premier à 1 euro et les suivants un peu plus chers à peine. Et c'est vraiment dans la même veine. Et moi, je sais qu'en 2020, je bavais devant ces éditions-là. Parce qu'en fait, quand on allait au Furet du Nord avec mes copines, la partie presse, en fait, là, ils étaient placés dans la partie presse, mais ils étaient placés vraiment au tout début. Donc, en fait, on avait vraiment l'impression que quand on passait de librairie à partie presse, et ben, ça faisait encore un peu partie de la librairie, c'était un peu flou. Donc, on avait tendance à ne pas s'inquiéter de ça et du coup, voilà. Donc, c'est vraiment des livres qui sont faits pour être vendus au plus grand nombre et de faire le plus de bénéfices là-dessus. Et donc, c'est un peu triste. Et parce que ils sont beaux et tout, mais enfin, moi, avec le temps, je le trouve pas beau parce que je sais ce qu'il contient. Ça a beaucoup amoindri sa valeur visuelle. Mais il y a un très joli pan avec des petites dorures. Enfin, ça donne envie. C'est une fausse... Il n'y a pas de cahier, en fait. Donc, c'est pas... Ça tiendra toujours mieux qu'un brochet classique. Mais en gros, c'est un brochet avec un tranche-fil qui a été collé. C'est pas non plus un objet... c'est pas non plus l'objet le plus travaillé qui soit. Mais donc voilà. Perso, je vous déconseille très fortement du coup cette édition-ci. Et étant donné ce que j'ai entendu, enfin ce que j'ai pu lire sur le traducteur Henri Villemain, j'ai voulu me tourner vers un autre traducteur parce que en soi, ça aurait pu être mieux travaillé chez un autre éditeur. La traduction, genre les fautes, elles auraient été corrigées. Il y a peut-être des petits passages qui auraient été comblés, qui auraient été effacés par le traducteur ou que sais-je. Et donc, moi, j'ai choisi de prendre l'édition traduite par Pierre Goubert chez Folio Classique. Donc, c'est le même traducteur que je vous ai présenté que pour Raison et Sentiment que je compte lire prochainement aux éditions Thibert. Donc, voilà. Et en vrai, j'aime plutôt pas mal cette édition. Déjà parce que la traduction se lit plutôt bien, même si je trouve quand même que les phrases sont un peu longuettes. Et c'est pas trop le style de Jane Austen de faire ce genre de phrases. Mais bon, voilà, ça se lit quand même assez bien. Et le seul petit truc qui me manque, c'est le fait qu'ils ont traduit le Mrs, le Miss, Mister et tout. En gros, c'est traduit par Madame, Mademoiselle. Bon, c'est pas totalement dérangeant non plus, mais j'étais très habituée aux traductions où on laissait un peu ce petit côté-là. Et aussi, ce que j'aime bien, c'est la petite couverture. Je suis pas une grande fan des folios classiques, enfin des folios en général avec leur couverture, parce qu'en général, je comprends pas trop leur choix de couverture. Et là, je trouve que la couverture est plutôt bien travaillée. Il y a plein de petits détails sur
sur l'histoire, donc je trouve ça assez chouette. Et ils ont refait toutes les couvertures justement de Jane Austen dans cette collection-là. Et du coup, c'est un peu toutes dans la même vibe avec des petits détails qui font des petites références à l'histoire. Moi, j'aime bien ce genre de couverture, donc voilà, je suis assez contente. Et du coup, je l'ai commencé et bon, je suis pas avancée très loin, mais ça se lit vraiment plutôt bien. Et je pense vraiment que cette lecture va me réconcilier du coup avec ce roman, parce que du coup, ce roman, je tapais un peu dessus malgré lui, parce que c'était plutôt sur l'édition en soi que j'avais avant qui me déplaisait et pas l'histoire. Donc voilà. Donc très hâte de poursuivre cette lecture. Et concernant les adaptations cinématographiques qui existent, il y en a une de 99. Celle-là, je crois que je l'ai pas vue. Mais par contre, je crois que j'ai déjà vu celle de 2007 avec Billie Piper. Ou alors j'ai vu beaucoup d'images passées, et comme je connais Billie Piper, vous savez, c'est l'actrice qui joue Rose dans Doctor Who. Et donc peut-être que c'est pour ça que j'ai l'impression de connaître le film. Mais en tout cas, j'en ai pas grand souvenir non plus. Mais du coup, voilà. Donc je pense que je regarderai ces 2 petits films après avoir fini de lire Romances Park. Donc je pense à la fin du mois, parce que je ne lis pas vite. En 1815, Jane Austen publie Emma, le dernier livre qu'elle publiera de son vivant. Et c'est vraiment mon préféré de tous. Et c'est assez étonnant parce qu'au début, on a affaire à un personnage assez imbu d'elle-même, en fait, parce qu'elle croit tout savoir, être plus accomplie que les autres, alors qu'en fait, elle l'est pas tant que ça. Et j'aime énormément... j'ai vraiment adoré ce livre, aussi pour l'évolution du personnage en question, parce qu'au début, on la déteste, mais en même temps, on s'y attache, parce que c'est le personnage principal, donc on essaye quand même de s'attacher à elle. Et moi, perso, j'ai pleuré avec elle. J'ai pleuré avec Emma. Et en fait, c'est surtout l'histoire en fait d'une entremetteuse qui pense qu'elle est une bonne entremetteuse, et qui va vite comprendre qu'en fait, elle se fourvoie, et que en essayant de mettre ensemble certaines personnes, elle va commencer à induire beaucoup de quiproquos. Et c'est vraiment une histoire ultra drôle. J'aime énormément le personnage de Knightley, qui est vraiment... moi, je l'adore. Et surtout les conversations qu'il a avec Emma, il la réprimande un peu de temps en temps. Enfin, il joue un peu un rôle de, entre guillemets, grand frère avec elle. Et j'aime plutôt assez cette relation qui évolue tout au long de l'histoire. Et Emma, c'est vraiment un personnage qui m'a beaucoup plu, parce que qu'il y a vraiment une grande évolution entre la Emma du début et la Emma de la fin. Et c'est bourré de passages vraiment très drôles. Et c'est peut-être pour ça que j'aime autant Emma, c'est parce que je crois que c'est celui qui m'a fait le plus rire quand je l'ai lu. Et en même temps, il m'a aussi fait beaucoup pleurer, parce que j'ai vraiment pleuré avec Emma quand elle a fondu en larmes. Si vous savez, vous savez. Mais vraiment, c'est... Vraiment, si vous devez commencer par un Jane Austen, moi j'ai très envie de vous conseiller Emma. Mais il faut que vous sachiez que vous n'aimerez pas Emma dès le début. Donc moi je l'ai lu dans l'édition Archipoche, avec la traduction de Hélène Serres. Vraiment, comme je vous l'ai dit, je l'ai adorée, donc moi j'ai envie de vous conseiller cette édition-là, avec cette traduction, parce que je pense qu'elle se vaut très bien. Mais il s'avère que Clémentine Beauvais a retraduit intégralement Emma. Je crois que c'est dernière qu'il est sorti. C'est publié aux éditions Barribal, et vraiment il y a
un épisode de ce podcast où je ne mentionne pas Clémentine Beauvais, mais quand je vous dis qu'elle est partout, elle est vraiment partout. En tout cas, je suis très contente de pouvoir relire Emma de Jane Austen dans cette édition-ci. J'ai déjà lu la préface et j'avais bien aimé donc l'intention de retraduction de Clémentine Beauvais. Parce qu'elle veut vraiment en fait faire en sorte qu'on rit énormément devant ce roman ou même tous les romans de Jane Austen, parce que Jane Austen c'est profondément drôle, c'est ironique, c'est tellement de choses, et des fois il y a beaucoup de Français qui ont tendance à la juger un peu pompeuse alors que pas du tout. Perso je suis pas de cet avis sur la traduction que j'ai pu déjà lire de Emma, mais ça tombe, je peux encore plus rire avec celui-là, donc pourquoi pas. Et en vrai, j'ai juste trop hâte de le lire. J'ai beaucoup d'attentes, mes attentes sont assez hautes pour cette traduction-là, mais en même temps, je me dis, il y a vraiment peu de chances que je sois déçue. Il y a aussi une édition de chez Penguin, du coup, en anglais. J'ai également d'autres traductions en anglais, donc j'en ai une de chez Vintage Classic qui est très belle. Je vous présenterai, je pense juste après, j'ai un autre roman en anglais de cette édition-là qui est Northanger Abbey de Jane Austen. Et ce qui est drôle, c'est que les couvertures et l'intérieur des rabats se font écho. C'est en gros l'inverse de celui-ci. Et moi j'aime beaucoup que les deux seules éditions de chez Vintage Classic se répondre. Donc je trouve que c'est un peu mignon, elles sont un peu copines. Et j'en ai une de chez Puffin in Bloom, toujours en anglais. Et j'en ai une qui est vraiment, je pense que c'est ma plus belle édition qui soit. Alors elle a été éditée chez Harper Muse, qui fait partie de HarperCollins en fait. Et elle est vraiment trop belle. La jaquette est magnifique. Je vous avoue que j'ai très peur quand je la manipule. Mais elle est vraiment trop belle. Le livre en soi est relié. Et il y a même un petit signet. Il y a un jaspage bleu qui va très bien avec la couverture qui est également bleue. Et à l'intérieur, c'est tout aussi magnifique. De temps en temps, on tombe sur des citations du roman. Et elles sont très joliment mises en avant. Et je trouve que c'est vraiment un très beau livre. J'ai également l'édition de chez Thibert. Donc là, on a un dos toilé qui est un peu, disons, lavande. À l'intérieur, c'est très floral, comme dans les marges. Je trouve ça vraiment magnifique. Et cette fois, on a vraiment les chapitres qui sont bien séparés, parce que dans les autres, c'était vraiment à la suite. Et là, ils sont vraiment bien séparés, avec même des petits intercalaires, avec des feuilles vraiment magnifiques. Enfin, je crois que je dis magnifique vraiment toutes les 2 secondes depuis que je suis en train d'ouvrir ce livre. Mais il est vraiment trop beau. Et j'espère vraiment que je pourrai lire cette version-ci. Et donc, c'est une traduction de Pierre Goubert. Donc, encore une fois, ils ont dû acheter les droits à Gallimard. Et donc, vraiment, c'est un très bel ouvrage. Et encore une fois, les illustrations de Margot Motin mettent vraiment en valeur l'histoire. Et je trouve que ça s'accorde vraiment, en fait, avec l'esprit de Jane Austen, parce que, comme Clémentine Beauvais le dit si bien, les romans de Jane Austen sont profondément drôles et tout ce qui va avec. Donc avoir des petites scénettes humoristiques qui accompagnent le texte, je trouve que ça marche vraiment bien. Donc c'est un très bel objet et je trouve qu'il est vraiment bien pensé. Et comme pour Orgueil et Préjugés, j'ai aussi un graphique et c'est fait par les mêmes autrices et illustratrices. Et perso, j'ai beaucoup apprécié redécouvrir l'histoire d'Emma dans cette version-là. C'est très chouette et pareil, j'ai beaucoup aimé la palette de couleurs. J'ai trouvé ça plutôt dynamique et voilà, moi j'ai beaucoup aimé.
D'ailleurs, en parlant d'adaptation, je vais revoir à coup sûr celle de 2019 avec Anya Taylor-Joy, que j'avais adorée. Il y avait un peu une vibe à la Wes Anderson, j'avais trouvé, sur certaines scènes. Enfin, je sais pas trop si vous voyez ce que je veux dire. Et en revanche, par contre, je n'ai jamais vu l'adaptation de 2009, donc j'y remédierai. J'ai tellement parlé que mon cappuccino est vraiment glacé. Donc on en arrive au roman que Jane Austen n'a pas publié de son vivant. Donc on a tout d'abord Northanger Abbey, qui nous raconte en fait l'histoire de Catherine, une jeune femme qui a invité à aller à Bath avec des amis du voisinage de ses parents, si je dis pas de bêtises. Donc elle va dans cette station balnéaire qui est très prisée à l'époque et elle y fait la rencontre notamment d'un gentleman du nom de Monsieur Henry Tilney, si je dis pas de bêtises. J'ai vraiment une très mauvaise mémoire des noms. Elle est... Enfin, c'est un petit rayon de soleil pour elle parce que quand elle arrive à Bath, elle a pas trop aimé... Comme elle connaissait personne, c'était un peu compliqué d'avoir de très bonnes relations sociales et tout. Et un soir, elle rencontre ce monsieur Tilney et elle a une conversation qui l'a séduit, etc. Et petit à petit, en fait, ce monsieur Tilney et sa famille, en fait, l'invitent à Northanger Abbey à séjourner et elle s'imagine aussi à cause un peu de Henry qui l'encourage dans ce sens parce qu'en fait elle adore, cette jeune fille est en train de découvrir un peu les romans gothiques et elle en parlait notamment avec Henry et du coup Henry sur le chemin pour y aller commence un peu à l'effrayer en lui disant que peut-être il y a une armoire et tout avec des secrets à l'intérieur, vous serez tenté d'ouvrir tel mal et tout, etc., qu'il y aura du bruit, que vous aurez peur et d'un coup il y aura un orage, enfin, etc. Et il s'avère qu'il y a un petit peu de tout ça qui arrive de façon malencontreuse. Et donc elle s'effraie un peu toute seule et en même temps c'est un peu excitant pour elle qui n'a pas trop... Enfin, elle est très jeune, donc elle n'a pas encore beaucoup vécu, donc elle trouve ça incroyable un peu de découvrir ces petites choses-là. Et en fait, donc c'est vraiment une parodie du roman gothique. Et Jane Austen aimait beaucoup faire des petites parodies. Et donc moi, j'ai vraiment adoré lire ce livre, mais je dois vous avouer que je l'ai préféré le relire en fait cette année, parce que celui-ci, je l'ai déjà relu. Donc je l'avais lu à l'époque donc en anglais dans l'édition Vintage Classic. À l'époque, je crois que je comprenais pas assez l'anglais pour disons capter l'humour qu'il y avait dedans. Donc j'étais un peu restée sur ma faim en le lisant à l'époque. Mais par contre, quand je l'ai relu là tout récemment dans l'édition de chez Flammarion, leur collection Les Classiques, le Flammarion. Vraiment, j'ai adoré. En fait, à la base, je voulais pas forcément le lire, juste j'ai commencé à feuilleter le début, à lire les premières phrases, et en fait, j'ai pas pu m'arrêter. C'était très addictif et j'ai vraiment adoré. Alors, il faut savoir quand même que c'est pas une version complète du texte, mais globalement, on a quand même une grande partie du texte, hein. Donc ça a été traduit par Michel Laporte et comme en fait du coup c'est à destination de la jeunesse, ça a été disons un peu abrégé, mais je trouve que ça en fait je trouve même ça dommage en fait qu'elle soit abrégée parce que j'aurais adoré en fait lire la version entière traduite par Michel Laporte et mais il faudrait que juste je recherche si elle existe ou alors si le traducteur avait directement fait ça pour le texte. Mais en tout cas, moi j'ai adoré lire cette version.
Et je dois vous avouer qu'en fait, si j'ai acheté cette édition, parce qu'au début j'essayais de me raisonner et tout, mais en fait Flammarion a fait une campagne de précommande où notamment on pouvait acquérir ce petit marque-page et la citation très bien choisie. La citation c'est ce n'est pas faire preuve d'esprit que de ne pas aimer un bon roman. Donc une citation de ce livre, donc c'est Henri Timné qui le dit. Et c'est surtout pour la tasse que j'ai craqué. Mais du coup, j'ai été vraiment agréablement surprise par Northanger Abbey. Donc j'ai vraiment très hâte de découvrir aussi ce que ça donne en film. J'ai pas vu le film de 2007. Du coup, je pense que je vais y remédier vraiment sous peu, genre ce soir. Donc voilà. Je pense que je vous ferai un petit recap sur Insta des adaptations que j'ai aimées ou que j'ai pas aimées des romans de Jane Austen. Je trouve que ça peut être sympa quand j'aurai fini de tout visionner. Et enfin, il y a Persuasion qui nous raconte l'histoire de Anne Elliot qui est tombée follement amoureuse dans sa jeunesse d'un homme, mais on l'a persuadée de mettre fin à cette relation. Je ne sais plus si ça a été jusqu'à la demande en mariage, mais faut que je le relise du coup. Grosso modo, on lui dit de vaut mieux éviter de poursuivre cette relation parce que cet homme, il s'engage dans la marine, on pense pas qu'il va avoir de grandes évolutions dans sa carrière, et en plus, il a pas beaucoup de relations, donc vaut mieux éviter pour une bonne situation plus tard, vaut mieux attendre et prendre un autre parti. Et en fait, 8 ans plus tard, Anne Elliot ne s'est toujours pas mariée et elle recroise en fait le chemin de cet homme. Et c'est assez intéressant de voir qu'en fait, cet homme a quand même finalement eu une très belle carrière et que voilà, donc c'est assez cocasse et en même temps ça fait un peu mal au cœur de voir que cette jeune femme en fait s'est juste fait manipuler par une autre et elle n'a pas pu suivre son cœur. Et donc on va voir un peu comment ça va évoluer cette nouvelle rencontre, disons. Et voilà, j'en dis pas plus parce que quand même il est assez court. Je sais que c'est un roman que Persuasion, c'est vraiment un roman qui est vachement apprécié des lecteurs en général. Personnellement, je l'ai bien aimé. Et donc moi, je l'ai lu chez Archipoche. Et donc, c'était la traduction de Madame Le Torcé. Et moi, ça m'avait beaucoup plu. Déjà, l'histoire m'avait plu. Et la traduction, j'ai pas grand-chose à en dire. Et du coup, pour ma relecture de Persuasion, j'ai décidé de lire encore une fois une traduction de Pierre Goubert. Et du coup, c'est chez Paul Fiction, donc le label jeunesse Jeunesse Poche, hein, d'ailleurs, je pense, de Gallimard. Et j'aime beaucoup C'est vrai que j'ai un peu acheté cette édition principalement pour sa couverture, parce qu'en soi, je pouvais prendre la même édition que Menzies Park, parce qu'ils avaient aussi fait le petit cercle avec les petits détails et tout qui font référence à Persuasion. Mais je me suis dit pourquoi pas diversifier. Voilà, en soi c'est le même texte. Mais du coup là c'est une édition jeunesse, mais en même temps c'est pas abrégé. En tout cas, je n'ai pas vu cela. Et ils ont aussi réalisé Orgueil et préjugés et Raison et sentiment dans la même version avec une couverture un peu florale et tout. Et je sais pas s'ils ont l'intention de faire aussi les autres, mais en tout cas je les trouve très, très, très jolies. Et en plus, Paul Fiction a abandonné récemment ses dos jeunes fluo. Ça, c'est les goûts et les couleurs. Mais en tout cas, très hâte de redécouvrir Persuasion. Et je pense que ce sera ma prochaine lecture après Menzies Park, parce que Menzies Park est assez conséquent. Donc avoir une lecture un peu plus courte, ça peut être sympa. Et concernant les adaptations, je pense que je vais pas m'affliger de regarder à nouveau l'adaptation de 2022.
je sais plus comment elle s'appelle l'actrice, mais vous avez sûrement sa tête en tête. Mais voilà, je crois que même à l'époque, je l'avais même pas regardé en entier, donc c'est vous dire. Je n'ai jamais vu celui de 2007, et par contre, du coup, celui-là, ça m'intéresse beaucoup de tenter l'expérience, disons. Donc, à voir. Et si vous êtes comme moi et que les 6 romans de Jane Austen ne vous suffisent pas, il y a aussi ces écrits de jeunesse qui ont été retrouvés également. Parmi eux, il y a Amour et amitié, qui est un petit conte épistolaire, qui est globalement une parodie des romans qu'elle lisait en fait à l'époque. Et c'était surtout destiné pour être lu à sa famille, pour les faire rire, etc. Et moi j'avais bien aimé, c'était assez drôle. Et du coup il s'agit d'une édition de chez Folio 2 €. Donc toujours une traduction de Pierre Goubert. Moi j'ai trouvé ça assez intéressant de voir son écriture quand elle était plus jeune. Et si vous voulez aussi avoir d'autres récits de sa jeunesse, il y a aussi Lady Suzanne, qui est le premier roman qu'elle a essayé de faire publier. Elle l'a écrit aux alentours de 1794, il me semble. Et j'avais noté que finalement il a été publié qu'en 1871. Donc très 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 longtemps après sa mort. Et donc c'est encore une fois un récit épistolaire. Donc en fait cette nouvelle, Lady Suzanne, parle d'une veuve qui est une séductrice et qui entretient plusieurs flirts avec plusieurs gentlemen. Et elle est facilement du coup montrée du doigt par les autres dames, et elle entretient du coup des correspondances avec celle-ci. Je sais plus si on la voit, je ne sais plus si on a des lettres directement de elle avec les hommes avec qui elle flirte. En tout cas, c'est principalement avec les dames qu'elle converse. Ou voilà. Et il y a aussi pas mal de lettres entre les dames, donc, qui la jugent directement et qui se plaint de l'influence qu'elle a sur telle ou telle personne. Donc voilà. Et je trouve assez intéressant que le premier récit que Jane Austen a voulu faire publier, enfin si je dis pas de bêtises, soit une nouvelle où on met en avant une femme qui a déjà vécu, disons, le mariage, etc. Alors que dans ces autres romans, il s'agit plutôt d'héroïnes qui, justement, en sont encore à la découverte des premiers amours, etc. Et j'ai oublié de dire que Lady Suzanne, la version que j'ai, je l'ai chez Folio 2 €, donc toujours par Pierre Goubert. Et je pense que je vais le relire, j'ai bien envie de le relire, et je pense que je vais craquer pour l'édition de chez Hauteville. Le seul truc qui m'embête, c'est que je ne trouve nulle part le traducteur. Donc ça m'embête de pas savoir avant. Mais j'aime beaucoup en fait le concept. C'est un petit coffret avec les 41 lettres. Et donc chaque lettre, on peut l'ouvrir, la lire, la découvrir, etc. Et je trouve que ça fait un petit peu calendrier de l'Avent, si vous voyez ce que je veux dire. Du coup, j'hésite à me le prendre pour que dès novembre, je puisse commencer à l'ouvrir. Et comme ça fera mon petit calendrier de l'Avent. Juste, je l'entame un petit peu avant. Donc voilà, ça peut être sympa comme truc à faire. Et Jane Austen, elle nous a aussi laissé des romans inachevés. Alors moi, j'en ai en tête que 2, je sais pas s'il y en a plus que ça. En tout cas, moi, quand j'ai cherché brièvement, je suis tombée seulement sur les Watson et Sanditon. Donc les Watson, moi, je l'ai pas lu. De ce que j'ai vu, il fait que 65 pages. Je pense que je vais me l'intercaler entre 2 romans de Jane Austen, histoire de souffler un petit peu entre 2 pavés. Et
Et donc ça fait que 65 pages, donc à mon avis, on est un peu frustré d'en avoir que si peu. Et en fait, elle avait commencé en 1804, et j'ai vu qu'en théorie, ce serait parce que son père est décédé l'année suivante qu'elle aurait abandonné son écriture. Bon, après, c'est simplement une théorie, on ne sait pas trop pourquoi. Et elle l'a jamais repris après, donc voilà. Et du coup, voilà, je peux pas trop vous en faire un résumé parce que pour le coup, je l'ai pas lu et je l'ai même pas en ma possession. Je pense que je vais le prendre en e-book. Et je pense pas que j'aurai un avis très constructif là-dessus parce que c'est que 65 pages, c'est pas achevé. L'autrice ne voulait sûrement peut-être même pas qu'on le lise, donc je sais pas trop si je pourrais vous partager un avis vraiment très constructif là-dessus. Mais sinon, parmi les inachevés de Jane Austen, il y a aussi Sanditon. Sanditon, c'est seulement 11 chapitres que Jane Austen nous a laissés, parce qu'après, elle était trop malade pour pouvoir écrire. Il me semble que c'est seulement 4 mois après avoir abandonné l'écriture de ce manuscrit qu'elle est décédée. Et en fait, il a été récemment achevé par une autre dame. C'est ainsi qu'on l'appelle en 4e de couverture. En fait, elle s'appelle Mary Dobbs. Et en fait, j'aime beaucoup le fait qu'on la nomme ainsi. Parce que c'est comme ça aussi que Jane Austen signait un peu ses romans. Elle signait jamais de son propre nom. Elle écrivait toujours by a lady ou by the author of Sense and Sensibility. Donc c'est assez sympa comme petit clin d'œil, je trouve. Et je trouve que l'autrice qui l'a achevé, c'est pas mal effacé. Vraiment, on trouve son nom vraiment en tout petit une seule fois et c'est tout. Donc voilà. Donc elle l'a achevé en 97, il y a moins de 30 ans, hein, donc c'est assez récent finalement. Et j'ai trouvé vraiment le travail de Mary Dobbs remarquable parce que vraiment on ne se rend pas compte qu'on passe d'une plume à une autre et c'est vraiment hyper agréable à lire. Et moi j'ai adoré ce que nous a proposé Mary Dobbs à partir de ce qu'avait laissé Jane Austen. Moi j'avais vraiment l'impression d'une unité vraiment très bien faite. Et donc moi je vous conseille vraiment du coup l'édition du livre de poche avec la version de Mary Dobbs. Parce que par exemple si vous vous tournez vers l'édition de chez Hauteville, où c'est plutôt en fait une autre autrice qui le termine, c'est Juliette Shapiro. Et de ce que j'ai vu en termes d'avis là-dessus, en général, on est assez déçu par la suite de l'histoire et la fin que propose Juliette Shapiro. Et je vois souvent des comparatifs entre les deux versions. Et en général, c'est celle de Mary Dobbs qui est quand même favorisée et qui correspond beaucoup plus à ce qu'aurait pu écrire en fait Jane Austen. Après, bien sûr, on ne peut pas être certain de ce que Jane Austen aurait pu écrire. Mais en tout cas, moi, j'ai adoré. Ça fait vraiment partie de mon top 3, je crois, des lectures de Jane Austen que j'ai adoré, quoi. Donc, vraiment, je vous le conseille. Et en fait, moi, à la base, j'avais découvert Sanditon grâce à la série. Et je me souviens, la saison 1 était terminée et j'étais un peu déçue de la fin, mais en même temps, il y avait un peu d'espoir. Je me suis dit, c'est pour faire durer un peu parce que les séries, ils aiment bien faire ça, prolonger, faire plusieurs saisons. Et j'ai commencé la saison 2 plus tard, d'ailleurs après avoir lu le livre. Et j'ai compris que c'était mort et que que c'était pas possible, je pourrais pas aimer, je pourrais pas du tout aimer la série parce que c'est pas du tout comme j'aurais aimé. Et donc voilà, donc même si vous avez vu la série Sanditon par exemple, et vous pouvez découvrir le livre sans problème parce que la fin, en tout cas celle de Mary Dobbs, est totalement différente. Pour celle de Juliette Shapiro, je peux pas vous dire. Et si vous voulez en savoir plus sur la vie de Jane Austen, personnellement, moi j'ai lu The Novel Life of Jane Austen, Graphic Biography de Janine Barchas et Isabelle Greenberg.
C'est édité chez Greenfinch. Et bon, moi je l'ai lu en anglais, mais il me semble qu'il y a une version française qui est sortie il y a pas trop longtemps. Donc je pense que c'est facilement trouvable. Donc c'est très intéressant. Perso, j'ai pas appris énormément de choses, mais si vous ne savez vraiment rien de la vie de Jane Austen, c'est toujours sympa pour découvrir sous version graphique. Bon, après, ça reste des choix de façon de storytelling et tout. Mais moi, j'avais trouvé ça sympa. Après, comme c'est un graphique, on peut pas tout dire. Mais si justement, vous voulez vraiment tout savoir, je vous conseille Jane Austen, Passion discrète, qui a été édité chez Littérature Autrement et qui a été écrit par Claire Tomalin. Et c'est vraiment très 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 complet. Personnellement, j'ai même pas fini de le lire. C'est très 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 fourni en termes d'informations, vraiment, c'est vraiment tous les détails de la vie de Jane Austen. C'est très 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 fourni. Et personnellement, je trouve ça super intéressant à découvrir parce que en fait, comme Jane Austen, c'est une autrice dont on sait très peu de choses au final parce que après son décès, il y a beaucoup de ses correspondances qui ont été brûlées par sa famille pour que des choses restent un peu secrètes. Et d'ailleurs, si ça vous intéresse, dimanche dernier, moi j'ai regardé Miss Austen. Donc c'est une série qui passe sur Arte et que vous pouvez retrouver directement sur le site Arte. Hein. Et en fait, c'est une super série pour découvrir en fait Jane Austen, mais du point de vue de Cassandra, sa sœur. Et je crois que c'est, si je dis pas une bêtise, c'est adapté d'un livre qui porte le même nom, Miss Austen. Et je crois que l'auteur s'appelle Gilles quelque chose, mais j'ai oublié le nom de l'auteur. Donc je pense que ça peut être aussi un ouvrage qui peut être sympa, mais je sais pas à quel point c'est réaliste et à quel point c'est vrai. Donc voilà. Mais en tout cas, je pense que c'est une façon d'en savoir plus sur elle. Moi, j'ai beaucoup aimé la petite série parce que c'était très 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 émouvant et j'aimais bien du coup le côté à travers les lettres de Jane Austen et tout. Donc c'était vraiment vraiment chouette. Et donc voilà. Et si jamais vous voulez un petit condensé un peu plus rapide avec divers articles sur plusieurs thèmes, sur chacun de ses livres, etc. Lire Magazine a sorti un numéro anniversaire sur Jane Austen en ce mois de septembre 2025. Et perso, j'ai lu quelques-uns de ces articles et je trouve qu'ils sont vraiment vraiment sympas. Il y a même des petits trucs que j'ai même pu apprendre en même temps, donc ça c'est chouette. Et si jamais tout ça ne vous suffit pas, on peut aussi se tourner vers les réécritures qu'a inspiré Jane Austen. Moi par exemple, en ce moment je lis Orgueil, préjugés et sorcellerie, les confessions scandaleuses de Lydia Bennet, sorcière. Écrit par Melinda Toll et c'est publié chez Eldercraft. C'est un magnifique livre avec un jaspage vraiment magnifique, doré. Et il y a tout plein de dorures sur la couverture, le dos, la quatrième. Et je trouve que le papier aussi est très agréable à lire. Et d'ailleurs à toucher aussi. J'en suis qu'au début, donc je peux pas vous en dire énormément. Mais en gros, c'est l'histoire de Lydia Bennet, qui serait en fait la 7e fille d'une 7e fille. Et du coup, ça fait d'elle une sorcière. Et là, vous me direz, en fait, elles sont que 5. Mais en fait, on apprend dès le début que, en fait, comme il y a eu des morts-nés, ça fait quand même d'elle la 7e fille. Donc c'est quand même sympa à lire. Je peux pas vous en dire plus vu que j'en sais pas plus pour l'instant. Et donc voilà, mais c'est une très belle brique que j'ai très hâte de continuer à lire.
Donc voilà. J'ai aussi les livres de Laurie Vieira Rigler, qui a été publié chez Milady. Je crois que c'est un label de chez Brajlon, si je dis pas de bêtises. Je trouve pas l'impôt. Ah si, oui, c'est bon. Donc c'est bien ça. Et donc elle a écrit Confession d'une fan de Jane Austen et Tribulation d'une fan de Jane Austen. Perso, j'ai lu que le premier pour l'instant. Il m'a pas énormément transcendé, disons. Je le trouvais quand même intéressant parce que je trouvais ça original parce qu'on aborde des sujets qu'on n'aborde pas toujours même de façon générale en fait en littérature. C'est notamment le fait que on parle des règles et ça je trouve ça hyper cool et en plus du coup on en parlait à l'époque de la Régence, donc comment ça se passait et tout, et je trouvais ça plutôt sympa en fait. En fait je trouve que le côté un peu coulisses de ce qui se passe en dehors en fait des grands moments de vie, parce que dans les livres de Jane Austen, elle parle pas de quand elles vont se laver, etc. Alors que là, c'est le cas en fait. Et on peut trouver ça intéressant ou non, mais je trouve quand même la démarche intéressante en soi de montrer un peu les petits côtés, les choses qu'on n'apprend pas forcément quand on lit un roman de cette époque, parce que on fait comme une sélection sur les informations, donc on ne montre pas tout, on n'écrit pas tout. Et je trouve ça intéressant. Mais au-delà de ça, je trouve que le récit est pas forcément très passionnant. En fait, on y suit une jeune femme qui en fait un chagrin d'amour, et donc pour se consoler, elle se noie un peu dans l'alcool et elle relit pour la énième fois Orgueil et Préjugés. Elle s'endort et en fait, quand elle se réveille, elle se réveille dans le corps d'une autre et surtout à une autre époque, et donc voilà. Donc s'ensuit des péripéties un peu rocambolesques. Et d'ailleurs, j'ai pas trouvé très bien en fait ses réactions face à certaines situations, parce que je trouve qu'il y avait des situations que en fait elle réagissait comme si elle connaissait rien du tout de cette époque, alors qu'elle a quand même lu les livres de Jane Austen. Alors je dis pas que quand on lit les livres de Jane Austen, on devient tout de suite des experts en ce qui concerne cette époque-là, mais quand même il y a des réactions qui étaient un peu exagérées, qui faisaient vraiment comme si elle avait jamais entendu parler de cette époque ou quoi. Donc bon, voilà, moi ça m'a laissé un peu sur ma faim à ce niveau-là, mais sinon c'est un peu avec des situations un peu cocasses et tout, donc ça peut plaire, mais perso ça m'a pas énormément plu. Mais je pense que justement la situation inverse, où c'est la jeune femme de la Régence qui débarque à la place de la jeune fille des années 2000, qui peut être assez sympa. Donc ça peut être cool de justement découvrir cette version-là. Et toujours chez Milady, j'ai aussi Les aventures de Miss Althea Darcy de Elizabeth Aston. Et donc on y suit en fait tout simplement la fille de Monsieur et Mrs Darcy. Mais en fait j'en sais pas plus non plus sur cette histoire, parce qu'en fait c'est des livres que j'ai empruntés à ma sœur. Je crois que du coup Les aventures de Miss Althea Darcy, elle avait bien aimé, mais je crois que Confession d'une fan de Jane Austen, elle avait pas trop aimé, elle trouvait ça un peu cliché, et pour le coup je la rejoins. Et Tribulation d'une fan de Jane Austen, qui est du coup l'autre tome de l'autre, ma sœur l'a pas encore lu, parce qu'en fait celui-là je l'ai trouvé en boîte à livres et je trouvais ça marrant. Déjà au début je pensais que c'était le même, et en fait j'avais un petit doute. Du coup je l'ai ramené à la maison et j'ai comparé, et effectivement ce n'est pas les mêmes. Et en fait elle m'a dit que ça l'intéressait, donc en vrai j'aimerais peut-être, ce serait bien que je le lise avant Noël pour pouvoir lui passer, mais ça c'est une autre question. C'est un autre problème. Du coup voilà, j'ai pas beaucoup de réécriture de Jane Austen, parce qu'en général je suis un peu déçue. Pour l'instant je suis très contente de celle de Orgueil et Préjugés et Sorcellerie.
Les autres, c'est des romans Milady, du coup je sais pas s'ils vont être bien, mais en tout cas bon, c'est à tester, on verra bien. Voilà, cet épisode touche à sa fin. Merci beaucoup de l'avoir écouté jusqu'au bout. Moi, j'ai adoré partager tout ça avec vous, vous montrer mes livres, vous parler de Jane Austen. Et j'espère que je vous aurai peut-être donné envie de la lire ou la relire ou la redécouvrir, etc. Et moi, j'ai hâte de retourner à mes lectures. Et du coup, moi, en attendant, moi, je vous souhaite de bonnes lectures et à très bientôt.